docteur en psychologie. Vous allez nous parler des cas de bébés et enfants victimes de violences sexuelles, le travail avec les familles, quand ces enfants sont placés. Hélène Romano. Je voudrais juste rappeler en introduction que l'enfant n'est pas un homme en devenir, on entend souvent ça. C'est déjà un petit homme qui est sujet de son histoire, et je pense très important d'avoir cette notion-là qu'un bébé, même s'il n'a pas les mêmes ressources pour s'exprimer, pour comprendre les choses qu'un adulte, c'est un sujet. Mais la différence avec les plus grands, c'est que c'est un sujet extrêmement dépendant des autres, pour le meilleur et pour le pire. Et face aux abuseurs sexuels, le bébé est une proie idéale. Alors, pour introduire, rappeler que les violences sexuelles sur les bébés, je vais être sur le préverbal, en sachant que ça va de 0 à 2 ans, mais c'est important, vous allez voir pourquoi. On va avoir des situations extrêmement complexes, à la fois au niveau des âges, donc au niveau du sexe de l'enfant, au niveau du lien à l'auteur, certaines fois les mères, les nounous, les pères, les beaux-pères, les grands-pères, les oncles, enfin tout l'environnement familial. Mais l'impact va être extrêmement fort lorsqu'on va travailler avec les enfants. Si c'est la figure d'attachement principale, on va dire la mère qui est l'auteur, l'enjeu n'est pas du tout le même que si la mère n'est pas du tout mise en cause, mais si la personne extérieure est par exemple la nounou, le fils de la nounou. Le motif de la consultation de prise en charge peut être direct. J'ai récupéré mon enfant avec du sang dans la couche. Et en nettoyant son sexe, j'ai vu quelque chose d'immonde, d'effrayant, d'effroyable. Hein, des enfants qui arrivent avec des plaies telles que celles que vous nous avez montrées tout à l'heure. Donc des traces extrêmement visibles. Des fois, c'est des motifs plus indirects. L'enfant, il a mal au ventre, il ne se sent pas bien, il n'est pas bien. Alors comme il ne parle pas très directement comme un adulte, il va exprimer beaucoup de choses par les mots du corps. Et on va beaucoup interpréter. Dans les situations de séparation parentale, évidemment, l'enfant qui pleure, qui a peur, qui a mal au ventre, on peut comprendre beaucoup de choses d'un enfant en souffrance. Ça arrange tout le monde de dire que c'est juste parce qu'il y a cette séparation-là, mais on sait aussi qu'il y a des situations d'enfants qui sont agressés sexuellement par des parents, entre autres par des pères, qui utilisent l'enfant comme arme contre la mère. En particulier dans les cas où la mère a été elle-même victime d'abus dans l'enfance. Ils vont agresser l'enfant, sachant que la mère ne pourra pas dénoncer ces faits-là, puisque tout de suite on dira elle projette sur son enfant ce qui lui est arrivé. Traces invisibles, les attouchements en effet, on n'aura pas aucun mal, des sodomies qui vont être prises en charge assez tardivement, ça a cicatrisé, on n'a plus les traces, et puis certaines fois des décès d'enfants dans l'étude qu'on a faite avec Anne Turtz, avec l'INSERM sur les morts subites de bébés. On avait à peu près 5 à 8 enfants par an qui meurent perforés. Donc des bébés qui meurent perforés justement par des parents ou des adultes qui vont introduire tout ce que vous pouvez ne pas imaginer et qui vont les tuer. Donc ça c'est une réalité, pas de stade précise, donc difficile de savoir de quoi on parle. Une dynamique des mises en cause tout à fait particulière. En expertise, on a souvent des adultes et c'est des profils particuliers, certaines fois ceux qui s'en prennent au bébé, les auteurs, et qui sont capables de nous dire « mais moi je m'en suis pris à ce bébé-là justement parce qu'il ne parle pas. Il ne va pas me dénoncer. » Et quand l'enfant commence à parler, ils arrêtent. Des grands-pères, des pères, des frères, des oncles, des mères. Il y a des stimulations dans les soins précoces, on voit des choses très inadaptées dans les soins du corps du bébé, et certaines fois une limite qui est un petit peu compliquée. Cette personnel dans une crèche qui est dénoncée par des collègues qui trouvent qu'elle fait des attouchements et puis des soins. Cette grand-mère qui décalote systématiquement, l'enfant se plaint. Et des fois, c'est très limite parce qu'il y a ce rapport au corps, aux soins corporels, qui fait qu'il y a une sorte de difficulté à penser que des actes de soins, de nursing, qui seraient des actes bienveillants, puissent devenir des actes maltraitants et des attouchements. Donc c'est très difficile à penser pour tout le monde, pour les professionnels en particulier, puis pour les proches protecteurs, c'est-à-dire les parents qui ne sont pas du tout mis en cause. Ça va être aussi extrêmement insupportable de penser que son bébé a pu être victime d'attouchement, a pu être victime d'agression. Les enjeux vont être essentiels pour comprendre la suite, parce que ce petit bébé, s'il ne meurt pas des violences subies, il va, je l'espère, grandir, pas forcément bien, s'il y a un lien d'emprise avec l'auteur, dans les cas où l'auteur est en poche, et la destructivité psychique peut être majeure. L'impact psychotraumatique est majeur, mais il y a un déni total actuellement sur la réalité du traumatisme chez les bébés. On a beaucoup de mal à penser la réalité de la blessure psychique chez le bébé. On entend encore beaucoup de professionnels dire « Oh, c'est un bébé, il va oublier ».
bah, ça sert à rien, de toute façon, de lui en parler. On lui en parle pas, il va oublier, de toute façon, ça sert à rien, il va pas comprendre. Donc un déni, un vrai silence sur ce qui s'est passé pour ce bébé-là. Mais le corps fait trace. La mémoire traumatique existe, le corps fait trace. Et à chaque moment, il peut y avoir des réactivations, des reviviscences. Il peut y avoir des moments où l'enfant va revivre des scènes traumatiques de ce qu'il a subi. Et comme il était bébé, il ne va pas avoir les mots pour dire c'est mon oncle, c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est mon frère, ma mère qui a fait ça. Mais le corps va s'exprimer. Et là, patatras, parce que les professionnels s'imaginent qu'un enfant, un enfant, pour lequel on suppose qu'il y a un enfant qui se masturbe de façon compulsive à l'école, qui essaie de sodomiser ses camarades, ça ne fait pas partie des choses habituelles, que cet enfant-là a peut-être subi des choses. Donc il est auditionné, il va être entendu, avec l'idée qu'il va parler comme un adulte. Puis comme on convoque à 9 h, on s'imagine qu'à 9 h, il va parler à des étrangers. Il va être convoqué dans des salles d'audition pas toujours adaptées, ou dans des lieux d'évaluation pas du tout adaptés à son âge, à son niveau, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la prise en charge des bébés victimes et des jeunes enfants victimes et des facteurs de survictimisation par le milieu soignant et le milieu judiciaire. Donc cet enfant-là, il n'a pas forcément la capacité de dénoncer, c'est ce qu'on entend souvent. L'enfant victime, il doit dénoncer. Alors ça, vous n'avez pas compris comment un enfant pensait, ni comment une victime pensait. Parce que pour dénoncer, il faut déjà être capable de nommer, il faut être capable de se percevoir victime, il faut être en capacité de s'être dégagé de l'emprise et de ce rapport objectifiant que l'auteur a mis en place avec vous. Donc c'est une capacité réflexive que tous les enfants n'ont pas, parce que ça nécessite justement d'avoir fait ce travail-là qui n'est pas évident. Ça nécessite de ne plus être sous l'emprise et sous les violences de l'auteur, et ça nécessite d'être capable de parler, de nommer. Donc un petit ne va pas forcément dire comme on s'y attendrait, et un bébé encore moins, il va s'exprimer avec son corps, mais alors là c'est très peu connu. Ce que l'on sait, c'est que l'impact psychotraumatique sera majeur quand les faits vont se répéter, quand l'enfant ne va pas être compris, ne va pas être protégé, et quand bien évidemment la personne censée le protéger et le réassurer est la principale mise en cause. Alors je passerai sur ce qui a déjà été dit, sur le décalage entre tout ce qui est dit, tout ce que l'on sait, et la réalité des consultations de psychotrauma qui en France se ferment, des moyens des associations qui partent à volo, etc., etc. Je vais être très polémique, mais les victimes, je ne dirai pas qui, ça nous barbe. Dixit un responsable politique. C'est chiant les victimes. C'est pénible de prendre en charge des victimes. Pour victimes d'événements traumatiques, moi j'en ai rien à faire, j'étais vraie malade psy à mon CMP. Donc c'est une réalité qu'il faut entendre. Prendre en charge des victimes, tout le monde ne se précipite pas. Ça agace les victimes, c'est pénible. Ça se plaint, mais pas bien, pas comme on voudrait qu'ils se plaignent. C'est ambivalent, alors on met en place plein de choses, et puis hop, patatras, elle retourne chez le mari violent, ou hop, son enfant, elle va l'exposer au grand-père incestueux. C'est difficile de prendre en charge des victimes, et je pense essentiel de le rappeler, parce que quand on ne l'entend pas, ça, quand on idéalise la position des victimes, la position des prises en charge des victimes, on passe à côté de quelque chose qui est une réalité, c'est la défense inévitable que tout être humain a face à l'indicible. C'est tellement, vous l'avez dit, et moi je suis très admirative de votre travail et très heureuse de vous rencontrer, prendre en charge des enfants qui ont été massacrés, physiquement, psychiquement ou dans le corps, où les corps sont dans des états absolument épouvantables. Écouter un récit traumatique d'un enfant victime de viol, c'est hautement traumatogène, c'est assez insupportable. Et face à ça, il y a un manque de formation, il y a un manque de supervision. La supervision, c'est pas un gros mot, je dis juste ça comme ça. C'est indispensable. Ça fait partie de l'activité des cliniciens, ça fait partie de notre travail, ça devrait faire partie de l'activité des avocats, des magistrats, des ADOC, la supervision, pour éviter d'être impacté. Quand on prend en charge les enfants victimes, il faut apprendre à être cet adulte transitionnel, celui qui sera capable d'entendre, de soutenir l'impensable, cette violence-là qui des fois nous donne envie de vomir, des fois on vomit carrément, tout ce qui nous envahit en termes de traumatisme vicariant, ça nécessite de penser ça, d'être affecté sans être contaminé. Et ça a l'air de rien, mais c'est indispensable, sinon on sera totalement à côté et on sera dans le déni de ces prises en charge.
bébé exposé à des violences sexuelles ne va pas se plaindre comme un adulte, bien évidemment comme un enfant plus grand. Surtout quand il a moins d'1 an, déjà il ne va pas se mouvoir comme un plus grand, donc il va manifester beaucoup de choses par le corps et très souvent la plainte va être portée par un proche, par un parent, qui peut être extrêmement anxieux parce qu'il est inquiet. Il a appris que le mari de la nounou venait d'être incarcéré pour 10 faits de viol sur petit, son enfant est gardé, il a une sollicitude anxieuse, oui, très inquiet le parent, qu'il soit arrivé quelque chose à son enfant. Il peut être inquiet parce qu'il a quitté un conjoint extrêmement pervers, maltraitant, que l'enfant soit abusé. Il peut être inquiet parce qu'il entend parler de ces choses-là, et c'est l'inquiétude du parent qu'on va prendre en charge. Parce que l'enfant ne va pas forcément parler, s'exprimer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en charge l'enfant. Un bébé, on lui parle. Quand vous prenez en charge une consultation avec un bébé violé, agressé, quelle que soit la violence subie, il faut lui parler. Il ne va pas vous manger. Vous lui parlez, vous mettez des mots, vous vous présentez, vous avez une voix posée. Alors il ne va pas comprendre comme un plus grand. Un collègue m'avait dit, tu perds ton temps, ils ne comprennent rien. Sauf qu'à partir du moment où on lui parle, et quand vous parlez à un parent, par exemple, une maman qui a découvert que son enfant était violé par la nounou, qui est déchiré de partout, qui ne sait plus comment faire les soins du quotidien, qui ne sait plus comment lui parler, qu'à cet enfant-là, qui est donné pour mort quelque part. Il y a quelque chose qui est mort dans la relation avec cet enfant, il y a quelque chose qui est mort dans le regard porté à l'enfant, et cet enfant-là, qui est la mémoire de... Il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, qui est la trace vivante que, en tant que parent, je n'ai pas pu protéger et empêcher ça. Ça peut être pour le parent protecteur une vraie blessure narcissique, une vraie blessure psychique, et d'un parent protecteur qui ne va plus réussir à prendre soin. Et vous voyez la différence avec un ado, c'est que l'ado aura peut-être les ressources d'aller voir l'infirmière scolaire, le médecin, un bébé ne pourra pas. Et si le parent ne retrouve pas cette plasticité psychique, cette capacité à être disponible pour son bébé, on va avoir des troubles majeurs dans les attachements mère-bébé, enfant protecteur bébé. Donc il y a un grand travail à faire pour mettre des mots, aider le parent à mettre des mots. Parce que quand il met des mots en expliquant ce qui s'est passé avec la nounou qui t'a fait du mal sur la zone de ta zézette, on dit les mots, on dit les choses, l'inquiétude, le parent en disant il n'y a plus le secret, il n'y a plus le mensonge, il n'y a plus le déni, et il redevient parent. Et je dis souvent à des parents, là pour le coup, auteurs, vous redeviendrez un parent quand vous pourrez dire à votre enfant « Je suis désolée, je n'aurais jamais dû ». Ou vous redeviendrez un parent protecteur dans le regard de votre enfant, même pour les parents qui n'étaient pas là, ne savaient pas et qui vont découvrir plus tard, qu'en face à votre enfant, vous serez capable de lui dire « Je suis désolée, si j'avais pu empêcher ça, je l'aurais fait, ça n'aurait jamais dû arriver ». Être parent, c'est pas être un père, une mère. Être parent, c'est être un adulte protecteur, réassurant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler. C'est pas que de l'amour être un parent. Vous avez des parents qui aiment leurs enfants et qu'est-ce qu'ils sont maltraitants, négligents. Être un papa, une maman protecteur ou un caregiver, on va dire aussi protecteur, c'est être capable de réassurer, de protéger son enfant à nouveau. Donc l'enfant ne va pas oublier, bébé ne va pas oublier. Il faut comprendre ses réactions. Alors la différence avec des plus grands, c'est que les réactions de stress adaptées, un bébé ne les a pas, c'est-à-dire sa capacité à fuir pour se protéger. Il ne peut pas fuir. Il est dépendant. Il peut avoir, quand il commence à être un petit peu plus grand à marcher, on a des réactions de stress dépassées, d'enfants qui se fichent totalement. Et vous allez avoir dans des consultations pédiatriques des enfants qui ont été sodomisés et violés, qui tout d'un coup, dans l'interaction, tout d'un coup, ils sont plus là. Et le médecin est très gêné parce qu'il a l'impression d'avoir un paquet. Il y a une déshumanisation. L'enfant n'est plus là, le bébé n'est plus là. C'est extrêmement... quand on connaît ça, c'est extrêmement parlant. Et il était dans la relation avant, là, il n'est plus. Comme un paquet, parce que l'enfant a une capacité à se dissocier, c'est-à-dire à se laisser, parce qu'il n'a pas le moyen de faire autrement, agresser, et à sortir justement de son corps par rapport à ça. Il peut avoir des conduites automatiques, des conduites de balancement, des conduites de masturbation compulsive, des conduites où il va se griffer, il va s'arracher, il va se faire du mal, des troubles extrêmement spécifiques aussi en termes de sommeil, en hypersomnie suite à l'agression. Mais en différé, ce bébé-là, il va grandir. Et je vous ai dit que si les maltraitances s'arrêtent, et elles peuvent s'arrêter, elles peuvent aussi continuer, il va manifester des troubles, souvent dans des jeux répétitifs, ce qu'on appelle les jeux traumatiques, qui ne seront pas compris en tant que tels. Moi, je suis certaines fois assez effarée. C'est vrai qu'en termes de formation, qu'est-ce qu'on a comme chose à faire quand, pour faire des formations auprès de collègues ou intervenir auprès de collègues dans des maisons d'ados, on a des ados qui arrivent scarifiés de partout. On a des ados qui arrivent encoprésiques, énurésiques.
On a des femmes enceintes qui décompensent durant leur grossesse. Et à aucun moment, on ne va vers elles, ces petits garçons-filles, en leur disant « mais quand je te vois comme ça me fait penser à d'autres enfants qui ont vécu des choses dans leur corps. Et je me demande si pour toi, il ne s'est pas passé ça. » Jamais. On attend qu'elle en parle. Avez-vous demandé à cet ado pendant sa 4e TS si peut-être il s'était passé des choses dans son enfance, difficiles, douloureuses? Avez-vous fait l'hypothèse d'un abus en préverbal? Ben non, pourquoi faire? On attend qu'elle le dise. Alors si vous attendez l'élaboration de la demande d'une victime, vous allez attendre longtemps et vous allez augmenter les statistiques de suicide d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été agressés, violés dans leur enfance. Il faut oser aller vers, parce que l'impact traumatique est du côté de l'enfant, du côté des proches, des tiers des vieurs, des fratries. Et c'est un véritable... Alors je l'ai écrit dans des articles, je me suis fait taper sur les doigts par des collègues, et je tiens à ce terme, c'est un génocide identitaire, l'abus sexuel. Ça attaque le corps, ça attaque la filiation. C'est un trauma dans la filiation, un trauma corporel. Quand des enfants sont abusés par un parent et qu'on les oblige à continuer de voir ce parent, elle est où la violence? Quand vous êtes un enfant qui a été sodomisé par son père et que vous portez le nom de ce père, elle est où la violence? Vous voyez, les choses se répètent comme ça. Et quand vous allez agresser votre sœur ou votre frère, par crainte de répéter, parce que quand j'agresse, quand je suis violent, je maintiens l'autre à distance. À quel moment on se dit que c'est aussi protecteur? On va dire trouble du comportement. L'enfant va être placé. Et en foyer, comme le trouble de comportement gêne, au lieu de mettre des mots et de comprendre ce qu'il y a derrière, on les charge d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de neuroleptiques. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'adultes censés prendre en charge les enfants qui ne veulent pas être exposés à la violence des troubles post-traumatiques de l'enfant et qui vont mettre une chape de plomb dessus par de la psychiatrisation avec des traitements absolument hallucinants. On a essayé de mettre en place une recherche pour acter les traitements des bébés, des enfants, des ados placés. On n'a pas pu. Grand déni par rapport à ça. Donc on a des impacts extrêmement forts, extrêmement violents. J'insiste sur les professionnels aussi qui prennent en charge. Les professionnels qui ont des fois du mal à prendre en charge des enfants et des bébés. Je vois des mesures d'AEMO, le père est incarcéré pour inceste. Il y a une mesure pour les enfants, les grands, et il y a un bébé. Mais le bébé, il n'a pas de mesure. Comment se fait-il? Ah bah c'est un bébé. Il n'a pas pu y toucher. Ah, ça on n'en sait rien. Et ça, vous voyez, c'est des choses qui, dans la réalité, penser que ça puisse arriver au bébé, c'est tout à fait indicible. Donc pour le bébé, il va y avoir des choses extrêmement violentes en termes de perte de repères, d'impact corporel, je vous l'ai dit, de lien avec l'auteur, certaines fois. Et je voudrais quand même dire que les victimes enfants, déjà les adultes ont du mal, mais les bébés, les enfants se plaignent très peu. Ils ont la capacité de ne pas se plaindre, parce que le monde extérieur va s'effondrer encore davantage. Et aller vers un autre monde, c'est leur parler une autre langue. C'est pas si simple de sortir de ce statut de victime quand vous l'avez eu depuis que vous êtes bébé, adulte. C'est extrêmement violent. Et quand vous essayez, vous avez cette espèce de double regard, de suspicion. Ah oui, mais ça s'est passé, tu étais bébé, maintenant tu as 15 ans, 16 ans, vous avez 35 ans, il faudrait passer à autre chose quand même. Hein, ça fait... Le trauma n'a pas d'âge. La violence traumatique est un temps suspendu. C'est une violence omniprésente, c'est une violence présente en permanence, c'est une condamnation à perpétuité des victimes, il faut quand même l'entendre. Alors que faire? J'ai développé la notion d'adulte transitionnel, c'est-à-dire être un adulte, quelle que soit votre profession, même si vous êtes des proches, d'être cet adulte capable de prendre soin de ce bébé. Alors vous allez me dire, moi je m'occupe de femmes, d'hommes qui ont 50 ans, mais on a tous été un bébé. Hein. Il y a longtemps pour certains, mais on a tous été un bébé. Mais cette femme, cet homme qui a 50 ans, que vous avez en thérapie, que vous voyez, qui décompense, qui est dans des conduites addictives, etc., c'est peut-être le bébé qui souffre, qui s'exprime. Ça, il faut oser aller là-bas, il faut oser en parler, il faut oser mettre des mots. Et la grande difficulté quand on prend en charge les victimes, on dit qu'il faut former. Mais former, il faut parler, il faut former. Une journée, c'est pas une formation, hein, c'est une sensibilisation. Il faut former, il faut du temps pour former. Il faut superviser, il faut apprendre aux gens à parler. Comment on prend en charge une victime, que ce soit un bébé, un jeune? Il ne s'agit pas de le culpabiliser, c'est ta faute. Alors pourquoi tu n'as pas parlé avant? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Non, c'est vrai. Bah voyons, c'est tellement facile. Il ne s'agit pas non plus de dire c'est pas de ta faute.
qui est pour rien. Parce que l'enfant qui a théorisé, et plus il a été petit, plus il n'avait pas les ressources d'adulte pour comprendre, plus il a théorisé ce qu'il subissait. Et on trouve des théories sur le fait qu'il était responsable. Donc plus vous lui virez ses béquilles psychiques en disant que tu n'es pas victime. Donc humaniser la relation, c'est pouvoir dire à cet enfant, pour moi, tu n'es pas coupable. Et là, je restaure l'altérité. C'est réinscrire ces enfants, petits enfants victimes, bébés victimes, dans une altérité humanisante. Les reconnaître. Et ça, il faut dire je. C'est pas on va prendre en charge, c'est pas on va faire ci. C'est je. Temporaliser les choses. Pouvoir dire à cet enfant, quand tu es comme ça, restaurer un sentiment d'appartenance, ça me fait penser à d'autres enfants que je prends en charge. Et je me demande si c'est pas ça que tu as vécu, si c'est pas ça qui se passe. Pour moi, tu n'es pas victime. Mais quand tu dis ça, je l'ai déjà entendu. Ce que tu dis, c'est très important. D'ailleurs, quand un enfant vous dit des choses qui vous perturbent, ce que tu dis, c'est très important. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que toi tu as compris, ce que toi tu ressens? Comment tu te sens dans ce corps-là? Comment tu te sens dans la relation avec un tel? L'enfant est celui qui sait le mieux les choses qu'il a vécues. Et ça, si on avait au moins cette position éthique, on éviterait beaucoup de drames. C'est très important de penser l'intemporalité, c'est un terme que je n'ai pas trop entendu ce matin, alors qui était latent, je préférais le dire de façon manifeste. Penser la temporalité, penser ce décalage entre des plaintes manifestes, l'enfant il a mal au ventre, l'enfant il se plaint de choses et d'autres, mais allez voir en dessous l'image de l'iceberg qui était donnée, la plainte latente, et faites cette hypothèse-là. N'attendez pas qu'un enfant vous dise « j'ai été violé », il ne vous le dira pas. Parce qu'il y a la peur, il y a la terreur, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a l'effroi, et il y a surtout le fait que vous êtes un adulte. Pour un enfant victime, l'adulte n'est plus fiable, l'adulte n'est plus un aide de confiance. Il va falloir restaurer ça. Et c'est pas juste avec la seule bonne volonté qu'on n'y arrive pas. Je voudrais aussi dire qu'un statut de victime, et Muriel sait que je tiens à ça, un statut de victime ne doit pas devenir une identité de victime. Les victimes, quelles que soient les horreurs subies, restent des sujets. Pourquoi je dis ça? Parce que ça arrange tout le monde, les victimes. Ça arrange tout le monde, ça fait des sortes de sous-catégories, etc. Parce qu'elles deviennent redevables, parce qu'elles deviennent dépendantes, parce que ça fait une dette avec elles. Les victimes n'ont de dette de rien. Elles ont une dette de vie qu'on leur a volée, qu'on leur a sacrifiée, d'enfance pour ces enfants-là, enfance massacrée. C'est la société qui est en dette à l'égard des victimes, et pas l'inverse. Donc ces enfants sont des sujets. Les violences subies ne s'oublient pas, ça a été dit. Elles font partie de la vie. Mais pour que l'enfant ne réduise pas sa vie à ça, l'adulte va être très important. Et je voudrais reprendre la phrase de Saint-Ex qui nous a été citée tout à l'heure, j'aime aussi beaucoup Saint-Exupéry, pour dire, et la transformer à ma manière, aucun adulte ne peut prévoir le devenir de ses bébés victimes. Il y en a qui vont être face au déni parental, qui vont être rejetés, qui vont être maltraités, qui vont être dans des troubles post-traumatiques majeurs, qui vont répéter des conduites d'auto-agression, des conduites sexuellement dangereuses. On va avoir beaucoup de choses si l'enfant n'est pas pris en charge, si les parents, caregivers, les proches ne sont pas pris en charge, ne sont pas bien pris en charge. Et on ne peut pas prévoir le devenir de ces enfants meurtris, mais tout adulte devrait avoir le devoir de permettre que cet avenir soit une réalité et non une utopie inaccessible. Je vous remercie.